Dans cette formation PHP, nous terminons la conception du moteur de recherche pour le web. Il est déjà très performant. Dans une première formation, nous avons développé le code PHP, produisant une extraction stricte sur la base de tous les mots-clés recoupés. Puis dans une autre formation, nous avons proposé des résultats pertinents approchant lorsqu'aucun enregistrement ne correspondait précisément. Ici, nous souhaitons créer un système de cache afin d'optimiser les ressources du serveur. Lorsqu'une demande est récurrente ou récente, nous préférons restituer des résultats déjà connus plutôt que de questionner de nouveau la base de données MySQL. L'astuce consiste à inscrire les extractions sur le disque du serveur dans des fichiers de type texte. Si une nouvelle recherche est formulée et que le fichier existe, son contenu doit être restitué. Pour parfaire cette application serveur, nous devons tout d'abord récupérer les travaux du moteur de recherche là où nous les avions laissés, et ces sources, comme toujours, sont proposées au téléchargement depuis le site bombache.fr. La décompression conduite au fichier de la page web principale, il est nommé index.php, et cette page est celle qui héberge le moteur de recherche PHP tel que nous l'avons développé jusqu'alors. Elle est accompagnée de ses ressources externes dans les sous-dossiers, et à ce titre, le sous-dossier BDD fournit les informations de la table formation au format SQL. Si vous n'avez pas suivi les formations précédentes, grâce à l'interface PHP-MyAdmin, vous devez tout d'abord créer la base de données MySQL support, puis vous devez y importer le fichier formation.sql du sous-dossier BDD. Ensuite, et comme le mentionne le fichier de configuration qui est situé dans le sous-dossier commun connexion.php auquel nous pouvons accéder au code par le biais d'un éditeur, eh bien vous devez créer l'utilisateur. Il s'agit donc d'indiquer son nom, son mot de passe associé, ainsi que le nom d'hôte local. Veillez à attribuer les privilèges nécessaires à ce compte et dès lors, l'application sera donc fonctionnelle. Ensuite, et comme vous le savez, le projet doit être référencé dans l'interface d'EasyPHP. Un nom doit lui être attribué, son adresse prélevée depuis l'explorateur Windows doit être renseignée. Les deux serveurs HTTP et database, fort logiquement, doivent être démarrés. Une fois tous les réglages accomplis, le projet est accessible dans la liste des applications émulées par EasyPHP, si bien qu'un simple clic sur son lien permet d'accéder à sa page d'accueil. Et nous retrouvons l'interface web avec la zone de saisie pour le moteur de recherche. Si nous tapons des mots-clés que nous avons exploités lors des formations précédentes, car il s'agit d'une base de données des formations qui d'ailleurs sont proposées sur le site bombache.fr, si nous tapons par exemple donc la succession des termes référence absolue Excel et que nous soumettons ces mots-clés, eh bien, vous remarquez que le code PHP va extraire strictement tous les résultats correspondants, recoupant tous les mots-clés, avec les liens conduisant vers ces formations sous forme d'URL réécrite. Si, en revanche, nous ajoutons un mot-clé parasite, nous l'avions testé, Word, qui n'a rien à faire dans cette demande, eh bien, vous remarquez cette fois que notre moteur de recherche propose des rubriques connexes pertinentes. Dans le premier cas, c'est une requête SQL exploitant l'opérateur AND qui effectue l'extraction en considérant tous les mots-clés à croiser. Dans le second cas, après vérification de l'échec pour la correspondance stricte, c'est une requête SQL approximative qui est enclenchée. Elle exploite l'opérateur OR. Et comme elle est susceptible de retourner un grand nombre de résultats, pas forcément pertinents, c'est un code PHP que nous avions mis en œuvre qui se charge de l'analyse pour déterminer la proportion des mots-clés correspondants. C'est ce que nous proposons de constater avant de poursuivre les travaux. Et pour ce faire, à la racine du dossier de décompression, nous allons cliquer droit sur notre fichier principal et l'éditer dans un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons donc à la structure HTML et au code PHP de notre moteur de recherche. Notez la présence en ligne 14 et 15 pour un éditeur Notepad de l'initialisation de la syntaxe des deux requêtes, et elles sont identiques à ce stade. Un peu plus bas, dans le code,
À partir de la ligne 39, comme vous le constatez jusqu'à la ligne 57, c'est une boucle for passant en revue les mots-clés réceptionnés qui permet de réaliser cet assemblage, cette construction au fur et à mesure des requêtes, tout d'abord en initialisant la clause where et ensuite en assemblant les mots-clés, tantôt avec l'opérateur end et tantôt avec l'opérateur or pour la seconde requête donc. La première requête est alors exécutée grâce à la fonction PHP MySQLiQuery, puis une boucle while est enclenchée pour parcourir et réceptionner les enregistrements s'ils existent. À titre de vérification, une variable compteur est exploitée pour dénombrer les résultats à l'issue. Et précisément, si aucune correspondance n'a été trouvée, et bien à ce moment-là, comme vous le remarquez en ligne 86, c'est un test qui enclenche l'exécution de la seconde requête, la requête ou toujours avec la fonction MySQLiQuery, pour proposer des rubriques connexes grâce à une boucle while les parcourant tous et un code PHP permettant de faire le tri. Désormais, avant de déclencher l'exécution de ces requêtes, nous devons nous assurer qu'une base de connaissances correspondante n'existe pas déjà. C'est pourquoi il existe dans le dossier de décompression un sous-dossier recherche. Le principe est le suivant. À chaque nouvelle extraction aboutie, nous devons créer un fichier de type texte dans ce sous-dossier, vide pour l'instant. Son nom doit correspondre à l'assemblage des mots-clés tapés, purger des accents et des caractères spéciaux, ce qui est logique pour un nom de fichier. Il s'agit donc d'accéder en écriture aux fichiers externes, et ce sont des techniques que nous avons apprises au cours de formation. Ainsi, nous y inscrirons le contenu de l'extraction stockée dans la variable chainfish, car comme vous le savez, c'est elle qui est ensuite restituée dans le calque d'identifiant colonne gauche, c'est-à-dire sur la page web pour fournir tout simplement les résultats correspondant à la demande internaute. Ce code PHP doit donc intervenir en toute fin, à l'issue de la restitution des données sur l'interface web pour pouvoir prélever finalement le dernier indice de cette variable chainfish. De fait, à l'occasion d'une nouvelle recherche, avant d'enclencher l'exécution des requêtes, un code PHP doit vérifier l'existence d'un fichier nommé exactement en fonction des mots-clés tapés. S'il existe, il doit déterminer s'il est récent. Il s'agit donc d'accéder aux attributs de fichiers externes. Et si tel est le cas, le code PHP doit restituer le contenu de ce fichier. De fait, la restitution est instantanée, le serveur n'est pas sollicité pour attaquer la base de données MySQL et les ressources sont donc préservées. Il s'agit d'une méthode intéressante en production lorsque le trafic se densifie pour continuer de proposer des temps de réponse très courts. Vous savez que les robots d'indexation comme Google sont particulièrement sensibles à ce facteur. Il s'agit aussi d'une très bonne méthode pour préserver l'intégrité du site et du serveur face aux robots malveillants. Certains d'entre eux sont programmés pour réaliser des requêtes répétitives et sans fin dans les moteurs de recherche des sites internet. Et ces fichiers de cache agiront comme des miroirs en leur renvoyant continuellement les mêmes résultats. Nous devons donc commencer par tester l'existence d'un fichier construit sur la base des mots-clés retravaillés. Une variable booléenne fera parfaitement l'affaire. C'est pourquoi je vous propose que nous nous placions juste après la reconstruction de ces mots-clés qui, entre-temps, ont été purgés par les fonctions externes supraccents et supraspéciaux pour les vider des caractères spéciaux et remplacer les accents par des lettres sans accent, pour pouvoir justement commencer à faire cette analyse avant de déclencher l'exécution des requêtes. Et donc, en premier lieu, je vous propose que nous créions une variable qui sera une variable booléenne que nous allons initialiser à false par défaut. Donc nous considérons que effectivement la demande n'est pas nouvelle et en conséquence que potentiellement le fichier de cache existe et donc que nous devons le restituer jusqu'à preuve du contraire. Dans la foulée, nous allons déclarer un fichier, une variable que nous nommons fichier nouveau. Son objectif est de pouvoir mémoriser le chemin d'accès complet à ce potentiel fichier de cache construit sur la base des mots-clés. Tout d'abord, souvenez-vous, il est bien situé dans le sous-dossier recherche. Pour ne pas commettre d'erreur, je vais prélever son nom
pour pouvoir construire la chaîne avec un slash afin de pointer dans le sous-dossier en local qu'il s'agit d'associer pour le nom du fichier tel que nous souhaitons le reconstruire avec ces fameux mots-clés qui ont été retravaillés mais pour lesquels il faut remplacer les espaces par un tiret, et c'est la raison pour laquelle nous allons exploiter ici la fonction PHP strReplace. En premier paramètre, nous lui demandons tout simplement de remplacer cette occurrence, c'est-à-dire l'espace, par quoi en deuxième paramètre? Par le tiret. Dans quelle variable? Eh bien, dans la variable des mots-clés, celle qui a été travaillée et purgée, donc que nous lui passons. En troisième paramètre, nous fermons bien la parenthèse de notre fonction strReplace, et ce n'est pas terminé, car chaque fichier a bien une extension, point, pour poursuivre la concaténation, et puis entre double cotes, .txt justement, pour l'extension de notre fichier de type texte donc. Le principe est de savoir si ce fichier existe, comme vous le savez, par défaut, donc nous considérons effectivement que la demande n'est pas nouvelle. Donc nous allons exploiter pour accéder à ce fichier par son chemin la fonction PHP qui se nomme FileExist. Elle porte bien son nom, elle requiert en paramètre le chemin complet du fichier que nous venons de stocker dans notre variable fichier nouveau. Nous fermons donc la parenthèse de la fonction et la parenthèse de notre instruction conditionnelle que nous n'oublions pas de borner dans la foulée pour pouvoir traiter les actions qu'elle doit réaliser si d'aventure, effectivement, ce fichier existe bien. Le fait qu'il existe, c'est une chose. Cela signifie que la demande a déjà été formulée. Si elle a déjà été formulée, nous sommes donc tentés de restituer son contenu plutôt que d'attaquer la base de données pour éviter de refaire les requêtes et consommer les ressources. Mais faut-il encore nous assurer que ce fichier n'est pas vieux de plusieurs mois, car entre-temps la base de données a évolué. Ici, nous souhaitons nous assurer que, par exemple, il n'est pas plus vieux de, disons, 1 heure, par exemple. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par déclarer une première variable que nous nommons D1, D1 pour date 1, et l'objectif est de pouvoir prélever la date de dernière modification de notre fichier. Il s'agit donc d'accéder à ces attributs. Mais cette information de date, grâce à la fonction phpDate, comme nous l'avions appris lors d'une formation, va renvoyer un objet de type date qu'il faut transformer en information de temps. C'est pourquoi il existe la fonction PHP strToTime, comme son nom l'indique, cette chaîne de date qui va être transformée en information de temps. Donc, quelle est cette date? Nous exploitons la fonction date que nous pouvons exploiter aussi bien avec un seul paramètre ou bien avec 2 paramètres, en l'occurrence c'est le cas ici, pour pouvoir prélever la date de modification de notre fichier. En premier paramètre, nous lui indiquons par le jeu d'attributs quel est le format de sortie, ici c'est relativement arbitraire, que nous souhaitons proposer. Et tel que nous les renseignons, nous les avions appris au cours d'une formation, nous souhaitons avoir un format qui descende jusqu'à la minute au niveau de la précision, c'est ce qu'indique ici le H pour l'heure, 2.i, I pour les minutes, nous l'avions appris ensemble. Et en deuxième paramètre, donc, cette information de date, sous ce format, doit retourner la date de dernière modification de notre fichier. Et il existe en PHP une fonction qui se nomme FileMTime qui requiert un paramètre. Ce paramètre est tout simplement le chemin d'accès à notre fichier qui est stocké dans notre variable fichier nouveau. Et donc, nous lui passons. Et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse, bien sûr, de la fonction FileMTime, de la fonction date qui va donc retourner sous forme de chaîne la date ainsi formatée de dernière modification de ce fichier que nous transformons en information de temps pour pouvoir réaliser une différence en secondes entre des dates, car c'est ainsi que fonctionne la fonction strToTime. Et donc nous fermons bien la parenthèse de notre fonction strToTime et nous ponctuons notre syntaxe. Et puis, dans une deuxième variable que nous allons nommer D2 pour pouvoir faire la différence, nous souhaiterions
savoir le temps qu'il est exactement au moment de la demande pour pouvoir connaître le laps de temps qui s'est écoulé entre la création, la modification de ce dernier fichier de mots-clés et la date en cours. Et ainsi, si la différence est supérieure à 1 heure, alors nous pourrons entreprendre eh bien, le déclenchement des requêtes SQL et dans le cas échéant, eh bien, restituer son contenu puisqu'il sera jugé comme récent. Cette fonction date, cette fois-ci, eh bien, nous lui passons un seul paramètre, c'est le format de sortie, et dans ces conditions-là, elle renvoie la date en cours, transformée à la volée par imbrication en information de temps, grâce à la fonction str_toTime. De fait, nous pouvons donc calculer la différence de temps en secondes entre ces deux dates, et nous allons même caster ces variables pour ne pas prendre de risques, c'est-à-dire forcer leur type en entier, c'est ce qu'on appelle caster, et donc, entre parenthèses, avant d'appeler la variable, comme vous le constatez, eh bien, nous indiquons le type que nous souhaitons bien prélever de cette variable, car il s'agit de faire une différence sur des valeurs numériques entières en l'occurrence, donc int de D2, c'est-à-dire la date vraisemblablement la plus récente, la date en cours transformée en information de temps, et là nous castons de nouveau, ce sont des mesures de sécurité, eh bien notre information de la première date transformée en information de temps qui concerne la date de création, de modification de notre fichier. Il en résulte donc cette différence en secondes, comme je vous le disais. Le but du jeu est de savoir si eh bien, cette différence est supérieure ou non à 1 heure. Comme cette information est retournée en secondes, 60 minutes fois 60 secondes donne 3600. Est-ce que la différence est donc supérieure à 3600? Si elle est supérieure à 3600, eh bien nous en concluons que le fichier est trop ancien, que potentiellement des modifications, des mises à jour ont eu lieu dans la base de données. Ce laps de temps est tout à fait arbitraire. Nous pourrions très bien définir cet intervalle sur une journée entière, auquel cas nous multiplierions cette donnée par 24 pour les 24 heures. Dans notre cas, arbitrairement, donc, nous nous basons sur 1 heure. Si cette différence est supérieure à 1 heure, ça veut dire que notre fichier a été créé il y a plus d'1 heure, eh bien, nous allons considérer dans ces conditions-là que, effectivement, par le biais de notre variable booléenne, que la demande est nouvelle. Nouvelle signifie qu'il va falloir, grâce à cet indicateur, déclencher l'exécution de nos requêtes SQL. Dans le cas contraire de cette instruction conditionnelle, donc, forcément, si la fonction booléenne PHP file existe renvoie false, ça veut dire que le fichier n'existe pas, il n'a jamais été créé. S'il n'a jamais été créé, eh bien vraisemblablement c'est que la requête est toute nouvelle. De même donc, eh bien nous allons caler notre variable booléenne à true, puisque je vous rappelle que nous l'avions initialisée à false par défaut, nous considérions qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle demande. Et si, à l'issue de ce traitement, notre variable booléenne vaut toujours false, vraisemblablement cela signifie que non seulement notre fichier de cache existe, mais qu'en plus il est récent, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 1 heure. Donc, nous devons exploiter cette variable booléenne pour décider de la suite du traitement. Devons-nous autoriser l'exécution des requêtes si nouveau égale true? Au contraire, devons-nous restituer les informations détenues en base de connaissances, donc si nouveau égale false? Nous devons englober les traitements qui suivent dans une instruction conditionnelle. Et vous voyez ici, nous débutons les tests sur les mots-clés tapés, c'était des garde-fous que nous avions posés, tapés par l'internaute pour savoir si la saisie était insuffisante ou trop longue ou qu'elle était dénuée de voyelles. Et puis effectivement nous finissions ensuite par enclencher la construction des requêtes et dans la foulée nous exécutions justement ces mêmes requêtes l'une après l'autre si d'aventure la première ne retournait aucun résultat. Donc, il s'agit d'englober tout ce code dans cette instruction conditionnelle, puisque désormais, le but du jeu est qu'il soit déclenché si et seulement si, effectivement, nous considérons que la demande émanant de l'internaute est nouvelle. C'est pourquoi, ici, nous ajoutons
une instruction conditionnelle grâce à notre if sur, test sur notre variable booléenne nouveau, est-ce que nouveau est égal à true donc? Et puis bien sûr, comme il faut englober l'ensemble de ce traitement, eh bien nous ouvrons une accolade. À quel endroit devons-nous la fermer? À la toute fin de ce traitement. Et vous voyez que ce traitement global de ces requêtes exécutées est encapsulé dans la branche else de nos tests sur justement ces mots-clés tapés, et grâce à l'éditeur, eh bien nous pouvons nous rendre à la fin de ce traitement que nous devons englober, et c'est pourquoi ici, nous allons donc fermer l'accolade de notre instruction conditionnelle et nous permettre d'ajouter une branche else. À la suite, donc, il serait opportun, bien entendu, pour des raisons de clarté, d'indenter ce code, puisque désormais, il est englobé dans une nouvelle instruction conditionnelle. On le sélectionne intégralement, et puis on enfonce la touche Tab du clavier. Effectivement, on y voit plus clair, surtout quand on arrive à l'issue du traitement, on s'aperçoit bien quelles sont les portions de code encapsulées. Donc, par cette accolade fermante, nous bouclons cette instruction conditionnelle qui englobe tout le code PHP destiné à questionner la base de données. Bien entendu, et pour résumer, nous prévoyons une branche else supplémentaire. Si le booléen est réglé à false, il indique que le résultat est déjà connu. En conséquence, le fichier de cache doit être chargé ici pour restituer son contenu et ne pas solliciter le serveur. Mais avant cela, à chaque nouvelle requête exécutée, l'extraction restituée par la variable chainfish, qu'il s'agisse de la requête et ou de la requête ou, doit être inscrite en base de connaissances dans un fichier de cache nommé en fonction des mots-clés tapés. C'est pourquoi, à la toute fin du if, c'est-à-dire à l'issue du traitement sur l'exécution de ces requêtes, donc, eh bien, nous allons créer ce fichier et nous commençons par déclarer une variable que nous nommons judicieusement cache. Et nous allons exploiter des fonctions que nous avons abordées ensemble, fopen, si, souvenez-vous, qui permet tout simplement de charger le contenu d'un fichier désigné en mémoire sous forme de variable objet pour pouvoir le traiter. Ce fichier donc est reconnu par son chemin complet qui est stocké dans notre variable fichier nouveau. C'est pourquoi je me permets de la copier et de la coller pour ne pas risquer des erreurs de saisie. Et souvenez-vous, dans cette fonction fopen qui permet d'ouvrir ce fichier en mémoire, en deuxième paramètre, nous devons lui indiquer le mode d'accès. Ici, eh bien, nous lui indiquons l'attribut W pour write, c'est-à-dire un mode d'accès en écriture. Si le fichier n'existe pas, il est créé, ça tombe bien, c'est ce que nous souhaitons, et s'il existe, il est écrasé. On n'inscrit pas les informations à la suite de celles qui existent déjà. Effectivement, nous souhaitons les mettre à jour, c'est un fichier de cache qui doit stocker les informations restituées suite à l'extraction des requêtes. Et donc, dans la foulée, eh bien, nous pouvons exploiter notre fonction PHP fwrite pour pouvoir écrire dans ce fichier qui est désormais reconnu par sa variable objet cache que nous lui passons en premier paramètre, et en deuxième paramètre nous devons lui indiquer, pour qu'il puisse pointer en mémoire donc sur ce fichier, quoi écrire. Et bien ce que nous souhaitons écrire, c'est la restitution complète qui est stockée dans notre variable chainfish, souvenez-vous, qui est restituée dans notre calque HTML d'identifiant colonne gauche. Nous fermons la parenthèse, nous ponctuons notre syntaxe. Et n'oubliez pas, à l'issue, nous devons bien entendu exploiter notre fonction PHP fclose avec en paramètre, eh bien, notre variable qui désigne ce fichier afin non seulement de libérer les ressources, c'est-à-dire de l'enlever de la mémoire, mais aussi de réaliser l'inscription physiquement sur le disque dur, car jusqu'alors nous avions travaillé en mémoire. De fait, dans la branche else, puisqu'il s'agit de restituer le contenu d'un fichier de cache, nous devons ajouter le code permettant d'accéder à ce dernier, mais cette fois-ci en lecture. Une fois l'information récoltée, elle devra être restituée sur la page web. Donc, nous plaçons entre les bornes de notre branche else, et là encore, eh bien, nous allons exploiter une variable que nous nommons cache. Ce ne sera pas la même, puisque il y a le cas où le if est vrai, et le cas contraire, le else donc. Et dans tous les cas, elle aurait été écrasée quoi qu'il arrive.
Donc, nous exploitons de nouveau notre fonction fopen pour accéder à notre fichier reconnu par son chemin d'accès complet, mais nous ne souhaitons pas y écrire dans ce cas puisque, eh bien, nous considérons que la demande est déjà connue et qu'elle est récente, donc nous souhaitons la restituer. Nous accédons à ce fichier en lecture. Il est dès lors chargé en mémoire sous forme de variable objet et nous allons accéder à cette adresse mémoire par ce nom d'objet pour pouvoir charger cette fois-ci le contenu qu'il recèle dans la variable chainfish qui sera ensuite restituée dans le code HTML. Donc, dans notre variable chainfish, nous devons affecter le contenu de notre fichier de cache chainfish égale quoi. Nous exploitons notre fonction PHP fread qui porte bien son nom, qui permet de réaliser la lecture d'un fichier externe reconnu sous son nom de variable objet, en l'occurrence cache, pour pointer en mémoire donc. Et en deuxième paramètre, nous devons indiquer à cette fonction fread sur quelle longueur nous souhaitons prélever le contenu. Nous avions utilisé d'autres fonctions dans la formation qui consistait à accéder à ces fichiers externes. Ici, nous pouvons exploiter, c'est une autre méthode, la fonction PHP FileSize qui va renvoyer tout simplement la taille en octets du fichier dont le chemin d'accès lui est passé en paramètre, en l'occurrence ici fichier nouveau. Et comme vous le savez, un octet équivaut à un caractère. Donc, avec FileSize, nous avons la taille en octets, donc nous demandons, avec ce deuxième paramètre à la fonction fread, de prélever l'intégralité du fichier de cache de type texte. Il s'agira en l'occurrence et en général de fichiers dont la taille, le poids n'excédera pas les 9-10 kg, donc vous voyez qu'on peut se permettre effectivement, c'est très peu, de charger ces informations en mémoire. Et dès lors, bien entendu, puisque nous sommes censés avoir récupéré ces informations et les avoir récoltées dans la variable chainfish, qui, je vous le rappelle, est restituée ensuite, souvenez-vous, dans notre calque d'identifiant colonne gauche, et bien, comme toujours, nous devons fermer ce fichier auquel nous avons accédé en mémoire pour libérer précisément les ressources. Et puis, nous allons nous permettre d'ajouter un petit indicateur supplémentaire par concaténation à la suite de cette restitution de la base de connaissances, donc point égal, pour indiquer à l'internaute qu'en effet, il s'agit d'une restitution de la base de connaissances dans un calque HTML, donc un div, une balise div, un calque flottant pour qu'il puisse se positionner normalement, si vous voulez, les uns à côté des autres, mais comme on va lui approprier, lui donner une taille de 100%, bien il va se positionner en dessous, et pour des raisons, on va dire, de présentation, on va ajouter un padding top, c'est-à-dire un décalage par rapport à sa partie supérieure de 10 pixels, de manière à ce qu'il y ait une petite séparation avec les résultats restitués. Et tant qu'à faire, nous allons même nous permettre, grâce à l'attribut HTML color, en l'occurrence CSS ici, de modifier sa couleur pour préférer un gris plus léger, afin de bien faire la distinction entre les résultats de l'extraction et puis cette indication que nous proposons donc à l'internaute, pourquoi pas en italique, restitution, admettons, pourquoi pas aussi, de la base de connaissances, restitution de la base de connaissances. Donc ce sera aussi un moyen pour nous de bien comprendre dans quel cas les requêtes ont été exécutées, donc le serveur sollicité, et dans quel autre cas les résultats ont été restitués depuis la base de connaissances, donc sans solliciter le serveur. Nous fermons bien sûr notre balise div parent conteneur pour cette petite construction qui consiste simplement à ajouter cette indication destinée à l'internaute, mais aussi au développeur. Nous devrions donc à ce stade avoir terminé les adaptations qui consistent à rendre ce moteur de recherche encore plus sûr et performant. Il est donc temps de tester ce développement. Nous proposons de valider le fonctionnement sur la base des deux requêtes, et pour cela nous allons soumettre les mots-clés que nous avions exploités dans la formation précédente. L'objectif est de nous assurer qu'un fichier de cache est créé lorsque la requête strict est exécutée, la requête ET, mais aussi lorsqu'il s'agit de la requête approximative, la requête OU. Nous enregistrons donc les modifications, CTRL S au clavier, nous basculons sur notre navigateur web, et je vous propose dans un premier temps que nous tapions les mots-clés référence absolue Excel, et puis nous soumettons soit par la touche, alors je m'aperçois d'une petite erreur qui ne doit pas être bien grave, en ligne 28, sans doute une erreur d'étourderie de ma part, du fait que
je m'en excuse, je suis en train de commenter en même temps, elle est flagrante, hein, vous la voyez tout de suite, effectivement, j'ai ajouté 2 fois le symbole égal, forcément une erreur de syntaxe est ainsi générée. Donc nous pouvons, ce n'est pas bien grave, et on va dire que ce sont les péripéties d'un développeur, revenir sur notre page web, et comme je vous le disais, donc taper une requête bien connue, celle de tous les mots-clés qui peuvent être recoupés, déclenchant l'exécution de notre requête strict, la requête, et nous constatons que eh bien, tous ces résultats sont effectivement extraits, il n'y a pas de changement a priori, les résultats stricts sont parfaitement restitués en lieu et place dans la page web. Désormais donc, eh bien, nous allons taper la même requête mais avec le mot-clé parasite Word, qui ne conduira donc à aucun résultat strict, d'où, eh bien, comme vous le constatez, l'exécution de la requête approximative avec le code PHP qui permet d'analyser la pertinence par la proportion des mots-clés trouvés. Elles apparaissent bien en préfixe des résultats et ils attestent donc que la requête approximative a été déclenchée. Dans les deux cas, le fonctionnement est donc conforme à celui du moteur de recherche que nous avions développé jusqu'alors. Quelle est donc cette différence? Je vous propose que nous accédions à notre sous-dossier recherche et vous voyez que cette fois-ci, il y a une véritable différence car il était vide jusqu'à maintenant. Il archive désormais des fichiers de type texte construits sur la base des mots-clés que nous venons de taper, référence absolue Excel, Word. Et comme l'indique leur taille, ils semblent bien avoir été renseignés. En ouvrant l'un des deux, par exemple le premier, pourquoi pas, vous constatez qu'il renferme le code HTML, fruit de l'extraction des résultats par l'une ou l'autre requête SQL, ici en l'occurrence il s'agit de la requête et, ils doivent donc permettre de restituer ces données pour ne pas les déclencher de nouveau. Je vous propose donc que nous revenions sur notre page web et que nous tapions de nouveau les mêmes mots-clés, allez pourquoi pas, référence absolue, Excel Word, nous les soumettons avec la touche entrée, et les rubriques connexes sont parfaitement proposées, mais comme l'indique la mention greffée en dessous des résultats désormais, nous avons la certitude qu'ils ont été restitués depuis un fichier de cache. En conséquence, la base de données MySQL n'a pas été attaquée. Nous préservons les ressources serveurs. Cette remarque est d'autant plus vraie dans un contexte en production où l'on imagine que ces demandes peuvent être formulées toutes les secondes. Nous allons désormais, pourquoi pas, taper une nouvelle demande qui n'est pas connue. Allez, mise en page Word. Nous tapons mise en page Word, nous soumettons ces mots-clés. Et cette demande, bien sûr, donc, n'a jamais été formulée. Cependant, comme vous le constatez, des correspondances strictes ont bien été trouvées. Si nous ouvrons le sous-dossier, eh bien, nous notons la présence du nouveau fichier de cache à 3 kg, vraisemblablement le résultat de cette extraction, variable chaîne fiche. Si nous tapons de nouveau ces mots-clés, c'est-à-dire mise en page Word et que nous les soumettons, eh bien, comme vous le constatez, cette restitution perdurera 1 heure, c'est bien une restitution de la base de connaissances. Et ce délai passé, pour ces mêmes termes, les requêtes seront de nouveau exécutées sur la base de données MySQL. Dans la prochaine formation, nous peaufinerons encore ce moteur de recherche pour qu'il soit totalement abouti. Nous mettrons en application les techniques Ajax que nous avions démontrées au cours d'une autre formation. Leur objectif est de ne pas générer de postback pour produire une extraction transparente conservant les réglages de la page en cours, dont les mots-clés saisis dans le moteur. Voilà donc pour cette démonstration et ces fichiers de cache. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.